Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. L'insalubrité de la capitale, un sujet d'actualité qui inquiète l'ensemble de la population. La situation s'empire de jour en jour. La chaîne 62 a traîné sa caméra dans les rues de la capitale. Elle a rapporté ces images horribles présentées dans ce reportage. L'insécurité de nos jours prend toutes les formes en Haïti. Quand ce ne sont pas des rivalités entre gangs armés ou l'insécurité alimentaire, c'est l'insécurité sanitaire qui nous guette. Aviez-vous déjà visité une capitale aussi sale que Port-au-Prince? Les immondices, les détritus, les piles de fatras sont partout. Maintenant, devant l'absence des autorités municipales du service de la voirie, les citoyens eux-mêmes prennent l'initiative. Une initiative dangereuse qui met en danger l'ensemble de la population. Pour se débarrasser des ordures, on a recours au feu. Sans se soucier de leur santé, la population vit avec les ordures. La notion de propreté disparaît de jour en jour dans notre quotidien. On s'en accommode comme on le fait partout dans le pays. C'est pourquoi on trouve un peu partout des piles d'immondices dans la capitale. Les quartiers dits résidentiels ne sont pas épargnés. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres images de salubrité, un véritable danger pour la santé de la population. Le regroupement des enseignants du fondamental pour une éducation rénovée par des actions nouvelles et solidaires références attire l'attention des autorités sur les irrégularités du programme EFACAP. Ce regroupement menace de recourir à toute forme de protestation pour contraindre les autorités à respecter leurs engagements vis-à-vis des enseignants. Wilfried Masséus, responsable national de référence, critique le ministre Nesmi Maniga qui reste sourd aux revendications des enseignants. Il exige le paiement des arriérés de salaire. Wilfried Masséus. Nous avons commencé par attirer l'attention publique pour nous dire que malgré le ministre Nesmi a marché dans tous les médias, fait comprendre que le ministère a dirigé bien fonctionné, c'est comme s'il déjà a une solution pour tout problème qui gagne. Donc ce n'est pas vrai du tout. Et nous avons seulement pris quelques exemples pour nous capable montrer ça. D'abord, nous avons songé le ministre Nesmi a pris un engagement public pour te dire à partir de septembre 2014, pas de professeur qui a rentré dans la salle de classe sans pas gagner un permis provisoire pour l'enseigner. Et nous comprenons que juste aujourd'hui, pas de professeur qui gagne l'emmel. Donc c'est belle l'idée, mais dans la réalisation, rien. Deuxièmement, le ministre Nesmi a pris un engagement pour lui payer à partir du mois d'avril 2500 professeurs. Et il a dit, à partir du mois de mars, à partir du mois d'avril, il a nommé 500 chaque mois. Jusqu'à présent, dans 2500 professeurs qui a commencé à toucher en avril, il y a 500 là-dedans qui n'ont jamais touché. Ça nous apprend dans les coulisses, semblait budget éducation fini, pas de corps d'éducation encore. Et il y a 500 dans monde ça pas touché, dans monde qui doit toucher depuis avril, depuis mars pardon. Donc monde qui doit toucher avril, mai, juin, n'a suspect que après ça pas jamais l'autre liste qui sorti. Par exemple, il y a l'autre liste qui sorti parce que première liste, il y a 500 personnes là-dedans pour toucher. Donc, il ne va pas sortir l'autre liste. Donc, nous comprenons tout bel discours ministre fait dans la réalité, pas rien qu'à régler. Troisièmement, dans le dossier FACAP, le ministre a marché dans les médias pour te dire que le problème FACAP, là, son problème, il résout longtemps. Mais jusqu'à côté, je parle avec nous, nous allons faire enquête dans les FACAP. Jusqu'à présent, le professeur de FACAP a touché entre 22 et 23 000 gouttes. Pendant que le ministre a dit que le problème n'est pas résolu. Donc, tant pour le ministre n'a résoudre le problème, c'est l'autre crise qui créée. Et cette explication, ça me donne la presse et le ministre n'a pas micro la presse. Comment faire ces gens qui ont plus bien travaillé, ces gens qui sont plus bien formés, qui sont plus qualifiés, qui doivent plus mal toucher? Parce que nous avons rappelé que nous-mêmes dans les FACAP, nous sommes rentrés sous base concours. Ça veut dire que nous avons rentré dans les FACAP, ce n'est pas tes faveurs que tu fait nous, c'est concours ministériel que tu fait, nous passons examen écrit, nous passons examen oral. Là nous finissons qu'on y a là, nous publié, il se dit même gens qui bon dans tout examen avec notre que tu fait. Donc c'est pas grâce que tu fait nous. Nous rentrons sous base concours. Et dans les FACAP, nous toujours pas résultat. Le ministre de campagne est passé pour la dire que le résultat FACAP baissé. Nous devons comprendre ça et nous expliquer ça fait ça. C'est parce que dans les FACAP, pour faire élu plaisir, ministre distrait retirer moun qui te rentré sous base concours dans FACAP pour mettre moun sous base en mitaille les sénateurs en député l'autre moun vinn demander yo mettons moun pour yo retirer un moun qui dans FACAP là que l'état te recruté sous base concours formé pour ça
qui suit formation, même là qui rentré sous base concours, yo retiré moun ça pour yo mettre un l'autre moun qui pas rien pour ouais. À FACAP parce que les grandes autorités demandent pour nommer moun pour yo souvent demandé pour mettre moun dans FACAP pour yo capable assurer yo que yo montrer moun yo fait un bon travail pour lui. Le ministère de la Santé publique annonce toute une série de mesures visant à améliorer les conditions sanitaires dans le pays. Le directeur général du ministère de la Santé publique, Georges Dubuche, fait état de 4 grandes dispositions pour favoriser la bonne marche du système. Le ministère adopte de nouvelles politiques pharmaceutiques capables de contrôler la circulation des médicaments dans le pays. Georges Dubuche est au micro de Jean-Guy Sadrak Mémé. Nous avons noté que dans les dernières semaines qui sont passées, il y a plusieurs activités que nous faisons pour compléter 4 piliers de grand travail qui étaient prévus pour nous-mêmes dans le cadre de mandat que nous avons gagné, à savoir remettre les ressources humaines en place de manière correcte, ce que nous réussissons à faire avec OMRH, dans le cadre de ça, le système information, un système interministériel de gestion des ressources humaines. Nous déjà mettons en place un système de formation sanitaire nationale unique parce que il y a trop de systèmes parallèles. Chaque projet, chaque agence voulait que ces gens puissent collecter des données. Nous aboutissons qu'on y a un système unique et c'est à travers lui-même, c'est à travers la plateforme ça que toute information peut sortir sous santé pour venir tomber dans main. Donc là, nous sommes capables de dire que nous avons une position chauffeur machine, c'est nous qui menons. Et donc, par conséquent, quelle que soit l'agence là, il va l'obliger de travailler selon ça nous a souhaité. Plus récemment, nous faisons mettre dehors, ça nous a carré les politiques nationales pharmaceutiques là, de telle sorte que nous sommes capables de mieux contrôler les questions de médicaments, pour nous surtout essayer de prévenir entrer sous territoire là et utilisation de médicaments qui pas normal, qui pas bon médicaments, qui quand même c'est des poisons. Et donc, par conséquent, aider les gens à reconnaître sacré des médicaments qui sont corrects et identifier des pharmacies et des agences qui portent des médicaments. Donc, 3 gros chantiers représentent des étapes extraordinaires. Et chantier que nous avons fini avec lui toujours parce que le beaucoup termine entièrement, c'est un grand chantier de ressources financières. Gestion financière que nous voulons, qui maîtriser dans toute institution, ministère de la Santé publique. Pas seulement par rapport à ça, nous recevoir de l'assistance externe, mais en particulier dans le fonctionnement régulier de chaque hôpital. Un cancer qui était toujours existé, c'est ça les contrôles des recettes internes. N'importe qui qui vient dans l'hôpital, on a toujours gagné une carte de santé pour payer, pour faire dossier, on a toujours gagné des examens de laboratoire, on a payé, on a toujours gagné effectivement des médicaments si on vient dans l'hôpital là pour acheter. Ou qu'à payer pour certaines interventions chirurgicales, ou qu'à payer pour certains examens de laboratoire, mais ce n'est pas toute institution qui arrive en mesure de rendre compte de l'argent qui est rentré dans le même monde. Et donc, ça, c'est un chantier que nous avons été pour nous terminer. Le ministère de la Santé publique et de la Population maintient les récentes mesures prises par le ministère contre le virus Ebola qui a refait son apparition au Libéria. Cette nouvelle stratégie vise à garantir la santé de la population. Georges Dubuche précise que les centres de dépistage sont opérationnels au niveau des ports et aéroports du pays dans le but de parer à toute éventualité. Très récemment, le ministère de la Santé publique reprend et communiquer que le gagné sous Ebola. Parce que, vient une réalité nouvelle, Ebola reparaît en Libéria. Et donc, par conséquent, communiquer a simplement dit que si tu es un voyageur quelconque qui est passé par la zone Sahara et par n'importe quel pays qui est affecté par Ebola, il y a une obligation avant que le toucher le territoire haïtien pour passer en période de quarantaine à l'extérieur du pays. Et période ça, c'est une période minimum de 21 jours qui garantit que Mounsa, les vinyles, qui a gagné au moins 90 à 95 chances sur 100 que le pas gagné Ebola. Mais nous bien avertis que si Mounsa, même là après 21 jours de quarantaine passé à l'extérieur, t'es arrivé et qu'il t'a senti des symptômes, ben des signes qui t'a fait que le malade, il faut immédiatement entrer en contact avec le service de santé approprié pour nous déterminer si ce n'est pas des cas atypiques qui t'a présenté.
nous déjà avons un effort qui est en cours. Là, il faut nous reconnaître que nous avons plusieurs partenaires qui appuient nous là-dedans. Nous avons essayé de mettre en place un centre d'isolement que au départ, nous avons le centre d'isolement contre maladie à virus Ebola, mais que nous changeons non, parce que nous mettons contre toute maladie infectieuse et virale qui a un potentiel, qui a menacé la population d'une manière générale. Donc, nous avons travaillé sur lui, nous avons terminé déjà. Si pas de gain, autant de problèmes inutiles pour la plupart, parce que chaque fois que le ministère a dit qu'il va le faire en construction, que c'est un dépôt de médicaments, que c'est un centre de santé, ou bien que le va faire un bagage nouveau tant que ça, ou je vois 60 propriétaires qui présentent avec des papiers, tout qui paraissent des vrais papiers. Donc, obligé à aller dans le tribunal avec eux. Mikerland Legrand et Michel Philogène, deux membres du parti UPAN, se disent conscients de la gravité de la situation économique-sociale qui attend les nouveaux élus qui sortiront des prochaines élections. Il est impératif pour les élus de trouver une solution à l'haïtienne et la réponse doit être haïtienne, ont fait savoir ses responsables politiques. Ils demandent au Conseil électoral provisoire de faire preuve de neutralité tout au long du processus électoral afin de faciliter le bon déroulement du processus. Mikerland Legrand et Michel Philogène. Ma première impression, c'est une satisfaction la plus totale. Non seulement candidats yo vini avec de fortes délégations, mais tout upaniste répondent présent. Yo recevoir consigne parti en mot d'ordre qui gens pour candidats yo à lancer campagne électorale. Nous-mêmes dans UPAN, nous estimons que pour le moment, en dehors de tout problème qu'a prolongé la population, il y a 4 points qui sont prioritaires pour nous. C'est l'agriculture, c'est la création d'emplois, c'est la justice, sécurité, c'est l'éducation. L'agriculture, parce que nous avons un problème aujourd'hui, c'est que les gens ne peuvent pas manger. Les gens ne peuvent pas manger, bien entendu, parce que les agriculteurs n'ont pas un encadrement, et ceci depuis toujours. Et même quand ils ont en fait, assistance, ce que parti a lui-même à travers tout le monde, toujours à prôner, eh bien, nous estimons, même si vous mangez, il faut que comme tout pour cela, 90% de la population n'a pas de travail, il faut une politique de création d'emplois qui vous permettent de possibilité pour le faire achat. Puis, l'autre problème encore que nous avons dans le pays, c'est le problème de justice. Problème de justice, parce que Mounio, c'est au plus offrant que justice t'en baille. Et nous-mêmes, nous estimons en tant que parti qui défend les idées du professeur Pierre-Eustache Daniel Violet, justice là, il fait pour la portée de tout le monde, il fait au bénéfice de tout le monde. Et puis nous avons un problème de sécurité dans le pays. Nous estimons que pas de sécurité parce que justement, ça qui fait force sur la population, ça qui baille mon engouement pour investir dans le pays, c'est là que vous connaissez que l'argent est sécurisé, c'est là que vous connaissez personne sécurisé. Et d'où nous-mêmes dans l'UPAN, nous estimons que Haïti, qui sont un pays traditionnellement de l'armée, nous pour l'armée revenir de sorte que pour les gens capables de sécurité, et c'est pour une création d'emplois là bientôt, parce que il y a un paquet de jeunes qui n'ont pas rien à faire, c'est pour le moment pour eux intégrer dans les forces armées d'Haïti, pour être capable d'assurer la sécurité pays, des vies et des biens. La bataille n'est pas facile, mais avec expérience nous gagnons sur le terrain. En tant que militant politique, en tant que monde qui investit dans le social depuis des années, nous espérons que la bataille est facile. Et avec force et détermination, population, enthousiasme population, ils ont montré que fois ça, ils veulent gagner un député qui va défendre l'intérêt de la société, qui va défendre l'intérêt de la jeunesse pour être capable de sortir le pays dans la salle de journée aujourd'hui. Dans la misère noire que le pays a confronté aujourd'hui, il faut qu'il y ait des parlementaires de bonne volonté qui sont capables de retirer Haïti dans la salle de journée aujourd'hui. C'est participation nous toutes, c'est participation citoyenne, c'est bons patriotes qui vous permettent Haïti sortir dans la salle de journée aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous lançons dans la bataille là et nous demandons avec toute Pétionvillois, mettez coller, portez coller ensemble avec nous dans la bataille ça et nous espérons remporter la victoire. Bonne. Très très optimiste. Bataille là, il n'est pas facile, mais avec l'aide population qui montre satisfaction et déjà courage que nous gagnons, ça nous fait déjà sur le terrain. Nous espérons bataille là, n'a remporté.
À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. À nouveau réunis pour parler de la Grèce. Objectif tenter d'éviter une sortie du pays de la zone euro. Mais la victoire du non au référendum grec a mis en avant les divergences d'opinion entre les deux pays. La France reste ouverte au dialogue dont les bases existent déjà, selon le ministre des Finances. Si la Grèce fait des propositions sérieuses, solides, si de notre côté nous prenons en compte en particulier, mais c'était la proposition française, le poids de la dette, et donc que nous faisons en sorte que cette dette soit, dans les premiers temps, les premières années, qu'elle soit allégée pour permettre à la Grèce de sortir, alors il y a une base solide pour que des discussions solides puissent déboucher. Côté allemand, on privilégie une vision économique et financière pouvant éventuellement s'accommoder d'une sortie de la Grèce de l'euro. Selon Berlin, Alexis Tsipras a coupé les derniers ponts par lesquels la Grèce et l'Europe auraient pu atteindre un compromis. Si la Grèce veut rester dans l'euro, le gouvernement grec doit rapidement faire une offre concrète qui va au-delà de leurs propositions faites jusqu'à présent et qui est aussi acceptée par les 18 autres États membres de la zone euro. De plus, le départ du ministre grec de l'économie Yanis Varoufakis, emblématique et controversé, ne semble pas amadouer Berlin. Il s'agit toujours de position et pas de personne. Et pour répondre à votre première question, M. Varoufakis n'a jamais été l'interlocuteur de la chancelière. C'est pourquoi je ne commenterai pas sa démission. Un compromis équilibré doit donc être trouvé entre les deux pays pour la restructuration de la dette grecque. Voilà, et on va regarder à nouveau en images cette arrivée de la chancelière allemande Angela Merkel à l'Elysée, accueillie par François Hollande. Voilà, et puis il devrait y avoir une conférence de presse, en tout cas au moins une déclaration commune aux alentours, nous dit-on, de 19h30, une des déclarations que nous suivrons évidemment en direct sur France 24. À la télévision, dans tous les journaux, dans la rue et bien sûr dans le bureau d'Angela Merkel, la Grèce domine tout ce matin en Allemagne. C'est peu dire que le pays a mal pris le nom grec et la période d'incertitude qu'il annonce. Il faut vraiment qu'on trouve une solution. C'est difficile de négocier avec des gens qui disent une chose un jour, une autre le lendemain. C'est exactement ce qui se passe avec ce gouvernement grec. Les Grecs sont-ils en train de célébrer leur perte, ironise la Bild. Le grand quotidien est connu pour ses prises de position contre Athènes, à l'unisson d'une majorité d'Allemands lassés par cette crise qui n'en finit pas. On paie des impôts, on les entretient et ils ne veulent rien faire en retour, pas même épargner. Ce n'est pas bien. Les Grecs, ils font ce qu'ils veulent, mais ils doivent rembourser leurs dettes et c'est l'avenir. C'est pas à nous de le faire en Allemagne. Pas de déclaration officielle de la part d'Angela Merkel qui multiplie les coups de fil avec ses partenaires. L'Allemagne a fait savoir qu'il n'y a aucune raison pour discuter d'une réduction de la dette grecque. Veut-elle d'ailleurs simplement discuter avec Athènes? Le vice-chancelier allemand était très clair. Alexis Tsipras a coupé les derniers ponts entre la Grèce et l'Europe, déclare-t-il dans un quotidien ce matin. La rupture entre Berlin et Athènes n'a jamais semblé aussi proche. Écoutez, officiellement, la porte des négociations reste ouverte, mais on sent bien ici en Allemagne que le choc du non à ce référendum a clairement renforcé le camp des intransigeants. Alors vous le savez, vous l'avez entendu, une majorité d'Allemands est favorable à la sortie d'Athènes de la zone euro. Les partisans de la rigueur budgétaire à tout prix gagnent du terrain dans le parti conservateur, mais aussi chez les sociodémocrates. Or, toute reprise des négociations devra forcément passer par un vote au Bundestag, au Parlement allemand. Donc Angela Merkel marche en terrain miné. On le sait, la chancelière allemande elle-même est plutôt favorable, était en tout cas plutôt favorable au maintien de la Grèce au sein de la zone euro. Mais elle attend désormais de voir les nouvelles propositions d'Alexis Tsipras pour se positionner définitivement. Et ces propositions, il faudra vraiment qu'elles soient substantielles pour faire bouger les Allemands. En tout cas, une chose est sûre, pour Berlin, demain, il ne pourra pas y avoir d'accord rapide sur un troisième plan d'aide à la Grèce, encore moins sur une restructuration de la dette, mais tout au plus un plan d'aide humanitaire d'urgence pour la population grecque. C'est en tout cas ce qu'a évoqué aujourd'hui le ministre de l'économie et vice-chancelier Sigmar Gabriel. La Commission européenne prend note du résultat d'hier du référendum en Grèce. Nous respectons le choix démocratique du peuple grec. Ce non creuse malheureusement l'écart entre la Grèce et d'autres pays européens.
Il n'y a pas de solution facile à cette crise. Trop de temps et trop d'occasions ont été perdus. La Commission est prête à poursuivre son travail avec la Grèce. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.